Bonjour à toutes et tous. Ravi de vous voir si nombreux à ce salon de la haute précision. On va débattre d'un sujet important, mais j'imagine que le public est de qualité, donc vous aurez l'occasion aussi à l'issue de cette table ronde d'interpeller nos différents intervenants, nos différents experts. Alors voilà, la problématique est la suivante. Selon une étude de l'Université de Saint-Gall que vous avez sûrement déjà consultée, 75 000 PME connaîtront un changement de génération d'ici 2021. Alors l'enjeu est de taille parce que ça représente 400 000 emplois. Alors faut-il avoir peur de ces changements de tête, de ces transmissions? Comment assurer au mieux ces passages de témoins? Quels enjeux, quels dangers éviter? Certains ont aussi quelques clés. Et puis surtout, quid du financement? Est-ce que c'est facile de financer une transmission? Et comment? Nous verrons aussi quelles solutions. Pas tout le monde n'est d'accord sur les solutions, il me semble, en termes de crypto-monnaie ou de monnaie traditionnelle. On aura le débat tout à l'heure. Alors on en parle avec Sébastien Desfailles, qui est avocat associé dans l'étude Péréard de Bocard, avec Pierre Cladny, qui est fondateur et associé gérant chez Valirode. Eliane Briguer, vous êtes directrice communication et marketing à l'IFAGE. Carole Narbauer, responsable clientèle PME chez Crédit Suisse. Et puis Olivier Cohen, tout au bout. Vous êtes CEO d'Altoi Coinomy. Allez-y peut-être. Altconomy. Ah voilà. Alternative économie, mais comme c'est basé sur des devises digitales, on introduit le mot de coin, qui est aujourd'hui souvent quelque chose. Aujourd'hui, on délivre un token, non plus un coin. On en parlera tout à l'heure. Peut-être une première question pour vous, Sébastien Desfailles. Est-ce qu'il faut avoir peur de transmettre son entreprise ? Non, absolument pas, il ne faut pas avoir peur. Le sujet est souvent tabou en Suisse, la transmission d'entreprise. Or, c'est quelque chose de tout à fait normal, de tout à fait naturel, notamment aux États-Unis ou dans les pays d'Asie. Je dirais qu'il ne faut pas avoir peur, mais il faut préparer cette transmission. Elle ne peut pas être faite du jour au lendemain. Donc la clé, c'est la préparation de la transmission en termes de structure juridique, en termes de fiscalité et puis aussi en termes de management. Un patron qui s'en va, peut-être Pierre Cladny, c'est aussi l'ADN de l'entreprise qu'il ne faut pas perdre. Ça, c'est un enjeu, vous accompagnez beaucoup de sociétés là-dedans. Oui, en effet. Effectivement, un patron qui s'en va, c'est une phase de l'entreprise, c'est une partie de la vie de l'entreprise qui s'en va, mais cela dit, un patron qui a bien planifié sa succession, a mis en place des structures managériales qui permettent en fait une transition en douceur. On discutait tout à l'heure avec ma collègue en disant que le capital humain était vraiment le facteur le plus important du succès d'une transmission, et je peux vous dire, pour en avoir conduit plusieurs dizaines, c'est que c'est 80% des causes d'échec. Donc lorsque le capital humain en fait n'est pas préparé à cette transition, on constate que ça ne fonctionne pas. Peut-être Eliane, si vous souhaitez rebondir, alors vous êtes au nom de l'IFAGE. Déjà, que fait l'IFAGE à cette table ronde sur les PME, la transmission d'entreprise ? Alors l'IFAGE, c'est effectivement un centre de formation qui forme pratiquement tous ceux qui actionnent toutes les machines que vous avez exposées ici dans le salon, qui prennent des adultes qui vont apprendre ces métiers, qui vont apprendre à programmer, etc. Et effectivement, dans le sens d'une pérennisation, il y en a peut-être deux qu'on peut mettre en valeur. Il y a d'une part la pérennisation de la branche dans son entité. Aujourd'hui, c'est 17 000 personnes qui partent à la retraite chaque année dans les domaines de l'industrie, de la microtechnologie, etc. Mais il n'y a pas assez de gens pour les renouveler au moment où les personnes à la retraite partent. Donc en fait, on se retrouve déjà d'un côté, simplement dans la pérennisation de la branche, avec un problème assez crucial, celui de la relève qui ne suit pas. Et donc, alors vous formez les gens à finalement trouver les bons candidats, ou former tout simplement les candidats pour être en mesure de reprendre ces entreprises. Qu'est-ce qui manque vraiment ?
Alors, il manque au fond deux choses. Pour les jeunes, c'est des métiers ardus. Il faut vous dire, vous êtes toute la journée dans le cambouis, c'est de l'industrie mécanique, c'est de la technologie. Donc, il y a déjà tout un aspect où la formation a sa responsabilité, c'est-à-dire de rendre ces branches attrayantes, de montrer les avantages de ces métiers. C'est des métiers magnifiques. Aujourd'hui, ils transitionnent du manuel. Vous êtes encore avec la meule et puis la carrure de montre. Et puis demain, vous allez arriver dans du 4.0 où c'est un robot qui va reprendre ces différentes tâches. Donc il y a toute une série de métiers qui sont en train de s'évoluer pour la pérennisation de la branche tout simplement. Et la formation essaye d'accompagner l'innovation à ce niveau-là. Quels sont peut-être, pour revenir vraiment sur la base du problème, qui est la transmission, quels sont les grands dangers? Je ne sais pas si Madame Mark-Bauer, vous qui accompagnez aussi les PME dans leur financement, les dangers et puis les erreurs que tout le monde fait au final. Moi, je me suis beaucoup intéressée, dans le cadre de mes fonctions, aux échecs et aux causes des échecs dans la transmission des sociétés. On croit toujours que c'est finalement l'insuffisance de financement et au final, ou avec le recul, je me rends compte que c'est ni un problème de financement, ni un problème de fiscalité, mais c'est 80% ou 90% des cas, c'est des aspects psychologiques. Et souvent, vous avez des processus, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la transmission d'une entreprise, c'est souvent pour un entrepreneur le vrai défi stratégique de sa vie professionnelle et que c'est quelque chose qu'il faut, à mon sens, intégrer extrêmement tôt dans une vie professionnelle et que cet aspect-là, cet aspect psychologique ou émotionnel va... contribuer quand le processus se passe bien, les choses se passent bien, quelque chose qui va être naturel. Mais moi, j'ai vu nombre de cas où finalement le vendeur était tout à fait prêt à vendre et puis finalement, quelques jours avant la signature des contrats et finalement la concrétisation de cette opération, il y avait tout d'un coup une clause dans le contrat qui avait été vue des dizaines de fois, qui tout d'un coup ne correspondait plus aux attentes, ou vraiment quelque chose d'émotionnel, et finalement la transaction, elle tombait à l'eau. Et ce qu'il faut garder en tête, je pense, pour un vendeur, c'est qu'une fois qu'une transaction tombe à l'eau, c'est très compliqué, et Pierre Cladny pourra soutenir mes propos, c'est que finalement le marché, les concurrents, le marché sait que l'entreprise ne s'est pas vendue, et je vous laisse imaginer que l'inconscient peut dire sur la transaction. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important de dire aux chefs d'entreprise, faites rapidement de cette problématique votre problématique, ayez un projet vraiment personnel après la vente de votre société et pas dire quand j'aurai vendu ma société, je vais prendre du temps pour moi puis je vais voyager. Oui, très bien, mais faites-le tout de suite. Pour que finalement ce processus soit dans un aspect très positif. L'aspect psychologique, Pierre Cladny. Oui, alors ce que Carole Mark-Bauer a dit tout à l'heure est vraiment très important. Je dirais la préparation de l'après. Vous avez cité la préparation de l'après, c'est vraiment clé. Pour un entrepreneur qui a travaillé 70-80 heures par semaine pendant des années, qui a fait énormément de sacrifices dans sa vie, se retrouver, entre guillemets, sans rien à faire, c'est, permettez-moi disons l'image, mais c'est vraiment le vide. Et d'être capable de se construire et de se projeter sur une activité future. Alors chacun selon ses envies, ça peut être des voyages, ça peut être une activité au sein d'un conseil d'administration, ça peut être une nouvelle activité entrepreneuriale, etc., etc. Mais il faut savoir se projeter parce que sinon, on a l'angoisse du vide. Donc on se dit, je vends moi, ma chair, mon sang, ma sueur, et après quoi? Je vais me retrouver en fait tout nu, et ça c'est très difficile à gérer. Donc effectivement, ça c'est un aspect qui est très très important et qu'il faut aborder dès le début du processus, pas vers la fin du processus. Et j'ai vécu les mêmes angoisses que Carole a décrit tout à l'heure. C'est quoi peut-être la période à partir de laquelle on doit commencer à se poser des questions? Je ne sais pas, Sébastien Desfailles ou Monsieur Cohen qui a un peu moins parlé. Moi, je peux vous parler en tant que petit entrepreneur. La société crypto appartient à un family office qui est établi depuis 2005. Et
autant on a une certaine légitimité avec le multifamily office et on est regardé comme des asset managers avec une certaine crédibilité, autant dès qu'on va dans les créations d'entreprises ou dans les plus petites startups, il y a des fois un prisme, un certain regard, et surtout quand on s'oriente vers des nouvelles technologies comme les crypto-devises, et donc on est regardé des fois un peu avec mépris. Et c'est vrai que soit au niveau de la transmission ou même de la création d'entreprises, on aurait besoin qu'il y ait une convergence un petit peu entre les deux mondes, entre la finance classique, traditionnelle, et la finance de l'innovation et la finance de la technologie. Alors ça, on va peut-être parler dans un second temps, mais Sébastien Desfailles, sur la partie préparation de cette transmission, on dit idéalement il faudrait 5 ans. Oui. C'est quand même pas facile de se dire 5 ans avant de partir, je prépare, je creuse ma tombe, quoi. Si vous voyez ce que Non, mais justement, c'est pas une transmission n'équivaut pas nécessairement à creuser sa tombe, parce que très souvent, l'ancien chef de maison pour le cas d'une entreprise individuelle ou CEO, administrateur pour une société anonyme ou une société à responsabilité limitée, souvent celui-ci reste pendant une période déterminée après la transmission d'entreprise. Moi, je dirais que ce délai de 5 ans est assez juste, notamment pour des raisons de structure juridique. Pour être relativement bref sur une question relativement compliquée, ce qu'il faut savoir, c'est quand on a une entreprise individuelle, on s'expose à une fiscalité extrêmement importante en cas de transmission d'entreprise. Et dans ce contexte-là, généralement, ce que le chef de maison va faire, c'est qu'il va transformer son entreprise individuelle en une société anonyme ou une société à responsabilité limitée pour la transmettre de manière neutre fiscalement. Or, l'administration fiscale considère que cette transmission est neutre fiscalement si elle s'est faite, si la transformation s'est faite dans les 5 ans précédant la transmission. Donc je dirais que c'est un délai minimum sur un plan fiscal. Et puis aussi en termes de management, je crois qu'il faut aussi bien préparer cette transmission. Et cela comporte aussi un délai important le plus souvent. Que viennent vous demander les clients qui viennent vous voir, Sébastien Desfailles? Quels problèmes ont-ils et comment vous les réglez? Moi, je dirais, pour la transmission d'entreprise, essentiellement des problèmes fiscaux, des problèmes de due diligence et des problèmes contractuels. Quand il y a une transmission d'entreprise, l'acquéreur potentiel va donc examiner sur un plan juridique, sur un plan comptable, sur un plan fiscal et sur un plan social la situation de la société. Donc il va faire ce que l'on appelle une due diligence. Et dans ce contexte-là, pour des raisons de secret d'affaires, de confidentialité, le vendeur potentiel va me consulter notamment pour préparer ce qu'on appelle un non-disclosure agreement qui permet de le protéger pendant cette phase. Et puis ensuite, évidemment, la négociation et la préparation du contrat de transmission d'entreprise qu'on appelle contrat de vente, le plus généralement d'action de société. Madame Narbauer. Oui, moi je voudrais rajouter quelque chose qui est important, c'est que, et ça rejoint cette période de 5 ans, c'est qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que pour vendre une entreprise, il faut aussi qu'elle soit rachetable. Et quand vous accompagnez un acheteur d'une société, évidemment, enfin, dans la majorité des cas, il y a un partenariat bancaire et il y a de la dette qui est mise à disposition pour servir cette opération, mais que si l'entrepreneur vendeur a, voulu profiter très fortement de la capacité de profitabilité de sa société et n'a pas été dans une logique d'investissement, on se retrouve au moment où on doit, quand la banque doit refinancer l'acheteur, à une double problématique. Vous avez la problématique de rattraper la politique d'investissement qui n'a pas été menée par le vendeur et la problématique de financer la structure qui va racheter la société. Et si vous voulez, aujourd'hui, l'approche des banques ou des fonds d'investissement, c'est de dire quelle est la capacité de gain de la société et comment on va pouvoir servir la dette d'acquisition. Donc, si vous avez une partie de la profitabilité qui est déjà dédiée au financement des investissements,
c'est tout ça ce qui ne sera pas alloué au service de la dette d'acquisition. Et ça, c'est très important. Donc, que vous soyez, en tout cas dans mon domaine d'activité, que je sois du côté du vendeur ou de l'acheteur, c'est de dire quelle est la gestion prospective que vous avez menée avec votre entreprise par rapport à la politique d'investissement. Et c'est très important parce que plus vous avez une entreprise qui est intensive en capital, plus cette réflexion doit être menée. Et pour revenir au cas de difficultés lors de transmission d'entreprise, j'ai eu des cas, et ça je l'ai vécu, de sociétés qui étaient extrêmement belles, extrêmement profitables, donc qui finalement, la mariée était très belle. Et puis au moment où il a fallu accompagner l'acheteur, on s'est rendu compte que l'effort d'investissement qui n'avait pas été fait les années précédant la vente, il fallait les rattraper. Et de fait, le financement de l'acquéreur devenait extrêmement compliqué. Et ça, je pense que c'est vraiment, alors outre les aspects juridiques et fiscaux, cet aspect de dire quid des investissements, à mon sens, c'est un point crucial. Olivier Cohen. Oui, je tiens juste à rajouter que dans le monde des startups, 5 ans, c'est une éternité. Donc c'est des temps très longs dont vous discutez aujourd'hui. Il y a des startups qui se montent aujourd'hui en l'espace d'1 an ou 2, qui se vendent 2 fois en l'espace de 2 ans. Les grandes difficultés, c'est quand des nouvelles équipes de management viennent à la tête de l'entreprise sans connaître les personnes clés d'un projet. Des fois, vous avez des personnes qui sont au sein de l'entreprise, qui ont véritablement contribué au projet et qui ne sont pas mis en avant. Et donc, dans le passage, dans la transmission de l'entreprise, surtout dans les petites startups, le management est essentiel. Si des gens qui viennent de l'extérieur vont des fois penser qu'ils peuvent appliquer un cadre de pensée comme ça, ex nihilo, de l'extérieur, et vont pouvoir faire capoter le développement de l'entreprise qui est pourtant très très prometteuse. C'est vraiment des laps de temps beaucoup plus courts et du coup de préparation aussi beaucoup plus courts pour transmettre l'entreprise. Monsieur Chladni. Oui, je crois qu'il faut juste clarifier une chose. Ce que vous dites, Monsieur Cohen, est correct. Simplement, il faut qu'on parle de la même chose. On ne peut pas comparer des oranges avec des pommes. Si vous parlez de la succession au sein des startups, en fait, on parle d'autre chose. Le driver de la valeur, c'est souvent la technologie, voire le très fort développement de l'activité, et pas tellement la substance. Ce que Carole mentionnait tout à l'heure, c'est vraiment la question de la substance. Lorsque vous avez une entreprise industrielle, vous n'allez pas pouvoir faire un flip, si vous voulez, comme on dit dans le jargon, tous les 2 ans. Une industrie se développe sur 15 ou 20 ans. Donc cette notion de la substance, en fait, et du maintien de la valeur de la substance, effectivement, est absolument clé. Cela dit, dans certaines startups, il peut y avoir de la substance, mais qui est essentiellement dans sa capacité. J'aimerais juste ajouter encore un élément qui me paraît important à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, le sous-investissement qui consiste à booster le profit à court terme et qui peut, en guillemets, passez-moi l'expression, embellir la mariée, est clairement, disons, une situation qui revient, c'est comme un boomerang, ça nous revient en pleine figure. Mais il y a un autre aspect également qui est important, c'est que souvent un entrepreneur qui est actionnaire unique de son entreprise est péjoré par le mécanisme de la double imposition. Donc vous savez, l'entreprise est imposée sur ses bénéfices, puis ensuite les bénéfices sont distribués à l'actionnaire, qui est le patron et qui lui-même est imposé au niveau de sa fortune privée. Et cela a incité beaucoup de patrons de PME à thésauriser au sein de l'entreprise, donc à créer des réserves latentes dans l'outillage, dans les bâtiments, dans les matières, etc. Et le jour où il faut, entre guillemets, vendre l'entreprise et dissoudre ses réserves latentes, on se retrouve face à des problèmes fiscaux. Je vois mon collègue à côté qui opine du chef, mais ça, c'est également un autre problème. Et là, on revient sur cette problématique de la période des 5 ans qui est en fait imposée par le fisc. On sait que le fisc, en principe, a cette coupure, sauf en cas de fraude. Donc cette dissolution de ces réserves latentes, cette restructuration du bilan, cette préparation de l'entreprise à la succession prend un peu de temps. On ne peut pas s'y prendre à la dernière. Sébastien Desfailles, vous qui connaissez la technicité vraiment de ce domaine, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit ? Oui, c'est très intéressant la problématique des réserves latentes parce que ça pose notamment un problème qui doit vraiment concerner tous ceux qui entendent transmettre une société anonyme, une société à responsabilité limitée. C'est le cas de la liquidation partielle indirecte.
Donc généralement, on vend une société, l'acquéreur obtient du financement et paye, sur une durée déterminée, le prix de vente. Et depuis un arrêt du tribunal fédéral, je crois en 2000, un nouveau problème s'est posé, c'est celui de la liquidation partielle indirecte. Alors vraiment, c'est un problème très complexe, mais disons, pour résumer en une phrase, c'est quand les acquéreurs achètent la société avec le portefeuille de la société. Donc ils financent cette acquisition avec finalement les réserves latentes de cette société. Et la conséquence fiscale est terrible, non pas pour l'acquéreur, mais pour le vendeur. Parce que l'administration fiscale va considérer que l'utilisation des réserves latentes pour l'acquisition de la société correspond à une distribution de dividendes en faveur du vendeur. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un rappel d'impôt. Donc, c'est vraiment une problématique très importante. Donc, il faut déjà l'anticiper et puis contractuellement, bien entendu, se protéger contre une éventuelle liquidation partielle indirecte par des clauses contractuelles idoines. Est-ce que c'est si complexe que ça ou vous nous faites un peu peur avec un jargon pour qu'ensuite les gens viennent vous voir, fassent appel à des experts externes à l'entreprise? Alors la question des réserves latentes est très complexe. Je pense que sur un plan juridique, non. C'est pas si compliqué. Deux clauses ou une clause dans un contrat, simplement qui stipule qu'il n'y aura pas d'utilisation des réserves latentes dans les 5 ans qui suivent la vente et l'acquéreur est protégé. Mais moi, j'ai vu des contrats de vente de société où, étonnamment, le vendeur ne s'était pas protégé contre cette hypothèse. Et c'est véritablement un des enjeux majeurs en cas de transmission d'entreprise. Et Madame Narbauer, le risque alors après, c'est... Alors, c'est effectivement, alors c'est un problème qui est embêtant fiscalement, mais c'est aussi un problème, de nouveau, si je me place du côté de l'acheteur, c'est un problème qui est compliqué parce que pour le financement, parce que imaginez-vous, si vous achetez une société qui vaut 12 et il y a 10 de cash, la banque, et que vous ne pouvez pas utiliser les 10 de cash pour justement servir cette dette d'acquisition, la banque aura du mal à vous suivre, en tout cas de manière satisfaisante pour vous, en disant, mais écoutez, ces 10 de cash, il fallait vous préoccuper de ça avant, et nous, on n'est pas prêt de financer un franc pour un franc. Donc c'est vraiment un problème complexe, et je ne veux pas dire majeur, mais c'est vrai que c'est quelque chose, et ce travail de bilan bien en amont, et on revient sur cet horizon temps de 5 ans, c'est aussi pour envisager des dividendes il faut sortir ce cash de la société le mieux possible, ou disons le moins douloureusement possible. Et c'est une vraie problématique pour les partenaires bancaires qui accompagnent ce type d'opération. Alors là, on a déjà bifurqué sur la partie financement. Moi, j'aimerais vous faire réagir, Olivier Cohen. Quelle place pour ces nouvelles monnaies, ces crypto-monnaies, dans les investissements et dans la transmission d'entreprises? Oui, non. Aujourd'hui, vous avez des entreprises traditionnelles qui considèrent utiliser les crypto-monnaies pour se financer, plutôt comme un gage d'actionnariat. C'est-à-dire, au lieu de lever des fonds par une IPO classique, qui reste quand même très, très élitiste, il y a une barrière qui est tombée et on peut se diriger vers le marché et se financer en levant des fonds à titre au cours de private sale ou même au cours de crowd sale, c'est-à-dire des levées de fonds publics. Et au lieu de distribuer une action papier, distribuer ce qu'on appelle un token. Il y a eu une période un petit peu de Far West, on va dire en 2017-2018. Aujourd'hui, on voit des vrais business qui arrivent sur le marché, qui choisissent ces modes de financement, des entreprises existantes, pas nécessairement des entreprises en création. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on va assister à une convergence, d'après moi, de plus en plus de ces méthodes de financement. Mais elles restent encore très marginales jusqu'à présent. Et les banques traditionnelles, ça vous effraie ? C'est la question piège, ça. Écoutez, je pense que les banques, en tout cas
pour le Crédit Suisse, c'est quelque chose qui est aujourd'hui, on regarde, on est intéressé parce qu'effectivement, ça fait partie de l'évolution et probablement des changements sociétaux. Aujourd'hui, je vous avoue que je n'ai assisté à aucune opération type transmission avec ce nouveau canal. Ça reste pour nous quelque chose d'intéressant. Dans quelle mesure ça va être une concurrence pour nous, je ne sais pas. Je suis un peu emprunté, si je puis dire, pour vous répondre. Monsieur Cohen, est-ce que les banques traditionnelles devraient aussi plus s'investir dans ce Je pense qu'elles seront obligées en réalité, mais après ça viendra en son temps. De toute façon, il faut que la technologie soit comprise, il faut que le cadre régulatoire soit effectivement bien défini et serein, ce qui a déjà été engagé, notamment en Suisse. Il y a eu beaucoup d'avances par rapport à d'autres pays. Donc, si vous demandez, moi, je pense que les banques vont être obligées de s'y mettre, mais on peut pas les forcer à s'y mettre très rapidement. Je dois souligner qu'il y a certaines banques privées qui ont commencé déjà à faciliter ce genre de financement d'entreprise. Bien sûr, c'est plus facile quand vous êtes une banque privée qui est family-owned ou qui n'est pas listée, parce que vous avez moins de pression d'actionnaires pour se mettre dans ce genre de marché. Vous avez moins de pression, vous avez plus de flexibilité au niveau des décisionnaires. Mais certaines banques, notamment de la place genevoise, ont commencé à faciliter ces levées de fonds. Mais il y a vraiment des avantages finalement à choisir votre voie. C'est beaucoup moins cher qu'une IPO classique. Vous n'avez pas une structure qui est véritablement imposée. Donc, vous avez la liberté, si vous voulez, de décider de dividendes sous la forme que vous souhaitez. Donc c'est plus la flexibilité et le coût qui sont aujourd'hui des arguments. Et puis pour les plus petites entreprises, vous avez une espèce de liquidité du flottant que vous ne trouveriez pas si vous listiez une action sur un marché secondaire peu liquide. Pour les grandes entreprises, c'est souvent un moyen de faire de la publicité, de faire découvrir l'activité. Et vous avez aujourd'hui des entreprises d'Europe centrale, on va dire Tier 2 countries, qui viennent en Suisse parce que la Suisse est désormais connue comme ayant une expertise dans ce domaine et qui montent des filiales en Suisse, qui sont à la recherche d'une légitimité en Suisse et de financement par ce biais. Pierre Chladni, sur ces nouveaux modèles, comment vous les voyez ? De manière extrêmement pragmatique. En fait, si vous voulez, il y a deux dimensions. Ma compréhension, peut-être que M. Cohen va me corriger, mais la vieille génération que je suis, si vous voulez, le perçoit de la manière suivante. En fait, il y a deux aspects. Il y a la dématérialisation du papier valeur, si vous voulez, qui à mon avis, est passez-moi l'expression, un no-brainer. De toute façon, la plupart des transactions aujourd'hui sont dématérialisées. Le nombre d'entreprises qui ont encore des actions papier en bonne et due forme, si vous voulez, diminue fortement. Aujourd'hui, on a des registres d'actionnaires. La plupart du temps, ces registres sont électroniques. Donc l'aspect dématérialisation et authentification du token dématérialisé, pour moi, c'est plus que normal et on y va clairement. Et je crois que les grandes banques vont suivre, là, ça ne posera aucun problème. L'autre aspect, si vous voulez, qui est la contre-valeur de la prestation, c'est-à-dire que je vends un token, mais qu'est-ce que l'acheteur reçoit en contrepartie ? Et là, il y a plusieurs types de tokens. Monsieur Cohen disait que c'est très flexible, on peut faire beaucoup de choses. Mais essentiellement, il y a deux catégories. Donc, il y a ce qu'on appelle utility token. Donc, en fait, j'échange une prestation contre un token, en fait, qui correspond en fait à des prestations payées d'avance pour ceux qui sont très pragmatiques et comptables. Donc, celui qui achète en fait le jeton se voit donner le droit à une prestation future que l'entreprise va lui fournir. De manière très schématique, j'essaie de rester très simple. Et puis, il y a effectivement la monnaie virtuelle, à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure, qui est en fait une autre forme de moyen d'échange, si vous voulez. Mais vous savez, lorsqu'on a inventé les chèques VIR, il y a une centaine d'années, on voulait créer une monnaie virtuelle. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit, disons,
de ce point de vue-là, une très grande différence, mais peut-être que je vois les choses de manière trop restrictive. Cela dit, ça peut être intéressant si j'essaye de sortir un petit peu du cadre, et notamment en ce qui concerne la participation des collaborateurs. Eliane disait tout à l'heure, l'aspect humain est très important. Oui, il est extrêmement important. Comment vous motivez des collaborateurs dans le cadre d'une transmission ou dans le cadre de la vente d'une entreprise? C'est en les faisant participer. Et la participation des collaborateurs, vous savez, en Suisse, on a beaucoup de ce qu'on appelle les fameux plans fantômes. Donc les participations des collaborateurs sous forme de plans fantômes. En fait, rien n'empêcherait d'émettre des tokens aux collaborateurs et pour leur donner une participation dans le cadre d'une transmission. Donc ça je vois une application tout à fait intéressante. Sébastien Desfailles, alors bon, ça c'est pour les moyens de financer ou de se faire financer, mais finalement il faut déjà fixer un prix. Et puis c'est assez amusant de voir que souvent le prix ne correspond pas à la réalité. Hein. Et vous, je pense que Madame Narbauer, vous devez faire face aussi à ça. Peut-être Monsieur Desfailles. Oui, effectivement, le prix est ce qu'il y a de plus important et généralement les parties ne s'accordent pas ou mettent du temps à s'accorder sur ce prix. Cela a été dit précédemment, on peut avoir des entreprises qui sur le papier sont magnifiques, mais finalement à la réflexion, elles sont difficiles à vendre et elles sont difficiles à acquérir aussi. Alors je vais donner un exemple tout à fait classique de problèmes en matière de prix. C'était une société établie à B. Moi, j'avais des clients italiens, c'est un groupe industriel italien qui voulait acquérir cette entreprise individuelle qui réalisait des revenus très très confortables. Mais en fait, en faisant la due diligence, on s'est aperçu que sur un plan humain, elle ne dépendait que d'une personne. Et que si cette personne partait, l'entreprise, finalement, ne valait plus rien. Et puis, du côté du vendeur potentiel, il y avait aussi un très gros problème, c'est-à-dire qu'elle était organisée sous la forme d'une entreprise individuelle, et si elle devait être vendue, il aurait été imposé sur le produit du prix de vente comme un revenu, avec en sus l'AVS. Donc, bien entendu, dans ces circonstances, les deux parties étaient dans une situation de lose-lose et ne pouvaient pas s'accorder sur un quelconque prix de vente. Madame Narbauer. C'est toujours la problématique ou la différence entre le prix et la valeur. Hein. La valeur, c'est ce que vous estimez par rapport à votre entreprise, et puis le prix, c'est ce que vous allez encaisser. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est qu'il faut il faut vraiment garder à l'esprit que finalement, la logique du vendeur n'est pas la même que la logique de l'acheteur. L'acheteur va finalement, toute chose égale par ailleurs, acheter une capacité de gain de la cible. Et puis le vendeur, il va vendre une vie professionnelle, il veut récupérer une caisse de pension, il veut finalement récupérer les investissements financiers et personnels de toute une vie professionnelle. Et cette discrépance est très difficile à aligner, si je puis dire. Monsieur Cohen, oui. Oui, dans les nouveaux modèles dont je parlais, il y a deux avantages aussi dont on n'a pas discuté, c'est justement la valorisation de l'entreprise et la gouvernance. Vous avez des modèles de gouvernance qui sont complètement uniques, qui sont même expérimentales des fois, où c'est vraiment le petit actionnariat qui va pouvoir avoir un droit de vote et décider du sort de l'entreprise avec plusieurs niveaux, plusieurs layers d'administrative rights, on va dire. Et la valorisation, si on laisse le marché valoriser l'entreprise en laissant une partie du flottant être échangé librement sur des sites d'échange, la valorisation n'est pas imposée par des experts, elle est véritablement décentralisée ou laissée au marché. Donc si vous croyez en l'efficience du marché, c'est une possibilité aussi pour le vendeur, en libérant une petite partie du flottant sous forme de token, de valoriser tout le reste de l'entreprise et d'aller ensuite chercher de nouveaux financements si nécessaire, ou de vendre l'entreprise à un prix qui est aligné avec ce que le marché estime, et pas seulement un groupe d'experts ou des banquiers.
C'est là qu'on revient toujours à l'humain quand même, Eliane. On a beau parler de financement, de transmission, mais l'humain. Alors nous, on est en fait souvent appelés par des entreprises d'ailleurs qui sont en train de finaliser leur transition. On a aussi toute une série de formations qui justement permettent de motiver ces soft skills. Et on s'est vraiment aperçu dans un cas de transition, c'est en fait que ça touche de près l'humain parce que c'est les valeurs de l'entreprise. Donc on est d'un côté sur effectivement toutes ces valeurs de monétaires, etc. Mais il y a aussi tout ce capital humain qui, lui se value et en valeur de l'entreprise qu'il s'agit de retransmettre. Et ça, c'est une des choses où typiquement la formation a un rôle capital. Parce que si vous prenez par exemple aujourd'hui des processus de transmission, c'est souvent dans le step numéro 10, donc tout à la fin, quand pratiquement tout est déjà signé et puis que vous en êtes à la transmission avec le handover entre celui qui cède et celui qui achète. Et au fond, la formation commence à réaliser de plus en plus que plus elle va commencer à travailler en amont avec les différents acteurs qui font partie de toute cette transaction, plus en fait on peut régler ces problèmes de très très tôt, d'impliquer les collaborateurs, comme le disait aussi Monsieur Chladni, et puis de créer tout un système où en fait l'accompagnement à l'individu se fait en parallèle de toutes les démarches et les négociations de la vente de l'entreprise. Monsieur Chladni, il y a aussi, quand on parle humain, il y a aussi ce chiffre qui est assez éloquent, c'est qu'une entreprise qui est transmise, qui est reprise, sa chance de survie est de 95%. Quand une entreprise est créée, la chance de survie est de 50%. Comment on explique ça ? Alors, si vous voulez, il n'y a pas de magie là derrière. Une entreprise, une start-up qui commence, en fait, fait face à un nombre d'incertitudes qui sont élevées, d'accord ? Donc, on dit 50% des start-up ne survivent pas après 5 ans d'activité, ou alors, si on voit le verre à moitié plein, on dit 50% survivent après 5 ans d'activité. C'est parce qu'elles font face à des situations qui sont difficiles. Elles doivent se prouver, elles doivent acquérir des marchés, des clients, permettre à leur technologie d'éclore, etc. Maintenant, dans les transmissions, en fait, la plupart des transmissions se font sur des entreprises matures, donc qui ont un business établi, qui ont une clientèle, qui ont de l'activité, qui sont profitables, bien évidemment, parce que sinon elles sont très difficiles à transmettre. Donc, si vous voulez, la probabilité d'échec est bien entendu plus faible parce que les risques sont plus faibles. Cela dit, je reviens à ce que j'ai dit tout au départ et ce que disait ma collègue tout à l'heure, c'est que quand on regarde les causes d'échec, en fait, si vous voulez, alors, revenons peut-être sur la définition de l'échec, c'est peut-être intéressant de le faire. Vous savez que la grande majorité, plus des 2/3 en fait, des fusions, des acquisitions, n'apporte pas le résultat escompté lorsqu'on élaborait les plans, en fait. Donc les synergies n'y sont pas ou sont moindres que celles qu'on comptait. Les résultats futurs ne s'y retrouvent pas. Si on analyse les causes essentielles des raisons pour lesquelles on n'arrive pas au résultat escompté, le premier facteur, à plus de 80%, est le facteur humain. C'est-à-dire que c'est parce que les équipes ont été démotivées, parce qu'on a mal communiqué, parce que les attentes humaines dans le cadre de la nouvelle acquisition ne sont pas remplies. Et en fait, ce capital humain, c'est difficile de lui mettre une valeur. On arrive à valoriser un bilan, on arrive à valoriser des cash flows futurs, on arrive à valoriser une technologie ou son potentiel, des brevets, etc. Mais de mettre une valeur chiffrée en France sur le capital humain, c'est extrêmement difficile. Par contre, je peux vous dire que lorsqu'on examine en fait une transmission d'entreprise, la force du capital humain, donc la capacité de l'entreprise à avoir des cadres à tous les niveaux du management qui vont continuer de fonctionner même si le patron part, est un facteur déterminant dans le succès de la transmission. Donc ça, il faut le garder à l'esprit. Et ça, le capital humain, vous le prenez en compte, Madame Narbauer, pour évaluer ou pour... Je dirais évidemment, parce que c'est un des... si vous voulez, nous, on va faire une analyse... d'ailleurs, comme finalement l'acheteur, on va étudier le marché, on va étudier la concurrence, on va étudier les risques juridiques, environnementaux et puis financiers, bien entendu. Je dirais ça, c'est très important pour nous, c'est probablement notre ADN. Et puis, on va vraiment,
se focaliser et donner de l'importance à tout ce qui est facteur humain et management. Parce qu'on s'est aperçu que, effectivement, nombre d'opérations qu'on avait accompagnées côté acheteur ne donnaient pas les résultats escomptés, ou en tout cas les résultats tels que mentionnés dans les business plans qui nous avaient été remis, parce que les repreneurs n'étaient soit pas du domaine d'activité, soit n'avaient pas d'expérience de management, ou n'avaient pas l'encadrement qui restait avec le repreneur. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement, je dirais, délicat pour nous, parce que de comment on juge et de quel droit on juge, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que quand on accompagne un repreneur, on aime bien que finalement l'équipe de management reste en place, et a fortiori quand le vendeur reste un certain nombre de mois aux côtés des repreneurs, parce qu'il y a cette transition en douceur. Alors vous avez d'autres cas de figure qui sont peut-être, disons, je veux dire, moins fréquents, parce que c'est des reprises par des groupes qui sont structurés avec des managers qui arrivent et qui reprennent l'entité, la cible qui a été acquise, et qui mettent des processus. Alors ça, c'est des intégrations qui font partie de processus, comment dirais-je, plus systématiques. Mais c'est pas la majorité des cas. Hein. Sébastien Desfailles, vous souhaitiez réagir. Je vous voyais sautiller sur votre siège. Oui, le facteur humain est quelque chose d'absolument passionnant. On a un roman je crois que c'est Graham Greene ou John le Carré, qui s'appelle Le facteur humain, et c'est un plan d'espionnage extrêmement bien établi et qui malgré tout échoue parce qu'un homme finalement décide, pour des raisons qui lui sont propres, de ne pas suivre le plan préalablement établi. Et en matière de transmission d'entreprise, c'est un peu ça. Parce que l'on peut prévoir contractuellement tout ce que l'on veut par rapport aux employés, ce que l'on appelle les key people. On peut prévoir qu'ils vont rester dans l'entreprise pendant 5 ans. On peut prévoir qu'ils s'engagent à ne pas faire concurrence pendant une période de 2 ans. On peut prévoir que le chef de maison reste dans l'entreprise, dans la société, pendant X temps et s'engage à accomplir toutes les démarches que l'on veut contractuellement. Mais finalement, le facteur humain intervient quand même. Et quand bien même le contrat est blindé, l'homme aura souvent tendance à ne pas respecter ce qu'il s'est engagé à faire, ou en tout cas, peut-être du point de vue de l'acquéreur, ça ne correspondra pas à ce qui avait été prévu contractuellement. Et puis il y a encore un point qui est assez important par rapport à une tendance lourde que l'on constate en Suisse aujourd'hui. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a beaucoup d'acquisitions de sociétés par des groupes chinois. Donc les sociétés suisses sont souvent des sociétés d'exportation et ont comme clients des sociétés chinoises. Et aujourd'hui, ces sociétés chinoises se disent, mais finalement, on ne va plus acquérir des produits dans ces sociétés suisses, on va acquérir les sociétés elles-mêmes. Et je suis curieux de voir, sur le long terme, comment cette synergie va s'opérer entre des grands groupes, des énormes groupes industriels chinois, et des sociétés suisses qui, en comparaison, sont minuscules. Est-ce que la greffe se fera sur un plan humain ou non ? C'est une question qui sera intéressante de suivre à l'avenir. Ce qui est intéressant aussi de savoir, Monsieur Chladni, c'est qu'on parle de transmission d'entreprise, mais la plupart, disons, des transmissions se font quand même en douceur, au sein de la famille. Ça reste ça, vraiment, le modèle, ou de moins en moins ? Vous posez une question assez difficile, parce qu'il faudrait un peu rentrer dans les détails. Et je ne veux pas ennuyer notre auditoire avec beaucoup de chiffres. Si vous voulez, on parle de ce fameux rapport-là, les 70 000 entreprises à transmettre, etc. On nous parle de 400 000 emplois qui seraient en danger, etc. J'ai une vision assez différente, en fait. Alors, je nie pas les chiffres. Hein. Donc, il y a bien entre 60 000 et 70 000 selon les études que l'on consulte. Ça représente effectivement mathématiquement bien 400 000 emplois, mais il n'y a pas 400 000 emplois en danger. Et ça c'est une fausse manière d'interpréter les chiffres. En fait, beaucoup de transmissions se font effectivement en douceur, c'est-à-dire disons sans conseiller,
J'en ai même vu sans avocat, mon collègue va crisper sans doute, mais où on se serre la main, on est on est entre amis, on est en famille, on se dit de toute façon on se fait confiance, on trouvera les moyens de résoudre les problèmes s'ils se présentent après coup. Donc ces emplois ne vont pas disparaître. Alors bien sûr, certaines sociétés vont disparaître, mais ça fait partie de la vie des entreprises. Chaque année, environ 15 000 entreprises ferment boutique. Et à peu près autant, un petit peu plus, parce que le nombre d'entreprises s'accroît, un peu plus se crée chaque année. Donc cet écosystème est vivant, hein. Il y a de la destruction créative, comme on dit. Et les gens qui sont employés dans ces structures retrouvent du travail, soit dans des nouvelles structures qui se créent, soit dans des structures qui existent et qui étaient compétitives. Cette problématique, si vous voulez, se pose surtout lorsque la transmission ne peut pas se faire dans un cadre qui est un cadre protégé, je l'appelle cadre protégé, familial si vous voulez, et évidemment lorsque l'entreprise atteint une certaine taille, donc lorsque ce n'est plus une toute petite, une TPE, si vous voulez, une toute petite entreprise, à ce moment-là, c'est très difficile parce que ça nécessite, c'est beaucoup plus complexe, ça nécessite d'avoir des conseils professionnels. Donc je dirais, pour répondre à votre question de manière un peu plus holistique. Ouais. Madame Narbauer, je vous voyais un peu grimacer pendant la prise de parole de l'intervenant. Qu'est-ce qui... Moi, je suis toujours embarrassée quand quelqu'un vient me voir en disant je vais racheter l'entreprise X ou Y. Finalement, on est copains ou on est... et ça va très bien se passer. Oui, c'est toujours facile quand tout va bien, mais il y a toujours des problèmes. Donc moi, je pense que l'implication au minimum d'un avocat et d'une structuration de contrat. On n'est pas obligé de faire des contrats à l'américaine de 300 pages, hein, où on prévoit tout et au final, il y a toujours des problèmes quand même. Mais on peut faire des choses plus légères, mais je suis intimement convaincue qu'il faut acter ce processus ou ce changement de... comment dirais-je, de propriétaire. Ça je reste... je dirais implacable là-dessus. On a des personnes qui sont ici, qui nous écoutent depuis une petite heure maintenant. J'imagine que certains d'entre vous ont peut-être des questions ou ont envie aussi d'interpeller les experts qui sont ici. Il y a des micros qui peuvent circuler. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Tout est clair? Tout semble clair? Je ne sais pas, alors peut-être une petite synthèse, un peu un tour de table pour conclure, monsieur Cohen. Oui, non, en fait, moi je voudrais revenir sur une des premières discussions qu'on a eues où on dit de ne pas comparer les pommes et les oranges. Comme si finalement les startups n'avaient pas nécessairement de substance alors que les entreprises traditionnelles en avaient. Je voulais dire qu'aujourd'hui en Suisse, déjà pour pouvoir transmettre une entreprise, il faut qu'il y en ait. Il faut pouvoir construire, il faut pouvoir les créer. Donc si on reste sur un vivier d'entreprises depuis 1800, 1900, etc., et qu'on reste dans la transmission, c'est très bien, mais il faut que pour que le tissu économique soit vivant, il faut aussi qu'il y ait création d'entreprises. Aujourd'hui, vous n'avez pas de... Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut voir au niveau politique, au niveau fédéral. Vous n'avez pas de statut de la start-up. C'est-à-dire que quand on a créé notre société, on a réussi à le faire de manière organique, en finançant directement la société et en faisant des profits dès la première année. Et ben, on a été considéré fiscalement parlant exactement comme le Family Office établi depuis 10 ans. Donc là, pour le coup, on a vraiment comparé des pommes et des oranges. La petite start-up qui vient d'être créée, elle paye autant d'impôts à l'État de Genève, à l'État que le Family Office. Donc j'en parlais avec Patricia Cruza, de la promotion économique de l'État de Genève la semaine dernière. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Il faut au niveau politique, au niveau fédéral, aller pousser un statut de la start-up en Suisse. C'est très important. Monsieur Cladny, vous êtes d'accord avec ça? Alors, malheureusement pas. Je crois, monsieur Cohen, il faudra vous documenter. Alors, déjà, dans le canton de Genève, il existe en fait le fameux statut JEDI, donc les jeunes entreprises dynamiques et innovantes, donc qui sont reconnues, qui est dans la loi genevoise. Et à l'échelle fédérale, en fait, nous avons la reconnaissance de la start-up est actée
Vous savez que notre Conseil national vaudois, Fatih Derder, a fait des très gros efforts au niveau du Parlement en tant que président du réseau pour faire reconnaître le statut de start-up dans la loi fédérale. Alors, les conséquences en fait donc ce statut est aujourd'hui reconnu. Simplement, les conséquences ne sont pas encore transmises dans les différentes lois d'application, notamment la loi fiscale. Donc, on va dans la bonne direction. Je suis d'accord avec vous que c'est un problème et qu'il faut le tacler. Mais disons, la Suisse avance. Hein, on n'est pas resté arrêté. Sébastien Desfailles. Oui, juste par rapport au JEDI, je voulais dire Fatih Derder, effectivement, au niveau national. Et puis je vais plaider pour ma paroisse, Guillaume Barazzone, au niveau genevois. Et puis je dirais sur un plan juste de fiscalité nationale et cantonale, encore quand même un enjeu très très important, non pas en termes de transmission d'entreprise, mais en termes de propriété, possession d'entreprise. Je pense qu'à Berne et à Genève, enfin surtout à Genève, on doit se soucier de l'imposition sur la fortune et de la non-imposition de l'outil de travail. C'est vraiment une clé importante parce que c'est un impôt qui n'existe quasiment pas dans les autres pays d'Europe et qui pèse lourd pour celui qui travaille dans sa propre entreprise ou dans sa propre société. Donc vraiment à Genève, je ne comprends pas comment on est encore imposé là-dessus. Vous allez déposer des textes parlementaires, vous qui êtes député au Grand Conseil aussi. Je suis suppléant. Ça fait une dizaine d'années que je me bats sur ce sujet. Et alors, de nouveau, là, on ne va pas pouvoir m'accuser de plaider sur ma paroisse. Un ancien député du Grand Conseil, c'était Ronald Zakaria, a déposé un texte en 2014 là-dessus qui est en commission, je crois. Un mot peut-être de conclusion, Madame Narbauer, sur les clés, qu'est-ce qu'il faut absolument retenir là, de cette heure qu'on a passée ensemble? Écoutez, je dirais vraiment, pour le vendeur, c'est effectivement se préparer. Hein, ce fameux délai de 5 ans est, je pense, incontournable. Et puis, avoir ce projet après la vente de la société. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, comme je vous dis, cette gestion prospective des investissements pour que ensuite l'acquéreur, disons, soit dans une bonne position pour trouver du financement et que ce processus se passe très bien. Madame Briguer. Alors moi j'aimerais un peu conclure sur en fait une notion de ROI, et c'est-à-dire que nous on a vraiment profité d'aller regarder un petit peu justement ces échecs à quelque part de ces transmissions. Et puis en fait, on a commencé à constater, mais du côté vraiment du formateur et de la formation et de l'institut qui accompagne donc ces entreprises qui se perdurent, qui se transitionnent. Et au fond, on a constaté que sur le franc investi dans un collaborateur, dans son accompagnement, dans son intégration, dans la nouvelle structure, dans la reprise des valeurs de l'entreprise, de l'entreprise A à l'entreprise B, et puis aussi surtout dans la reprise des procédures, parce que ça c'est une des choses les plus compliquées dans le cas d'une transition. 1 franc investi, c'est 2,5 francs en retour. Ben voilà, c'est un mot de la fin qui nous met tous d'accord, j'imagine. Merci beaucoup à tous les 5 d'avoir participé à cette table ronde sur la transmission des entreprises. J'espère qu'on aura pu vous donner quelques lumières, quelques clés, quelques dangers à éviter. Et puis, si vous n'avez pas de questions en particulier à notre panel, je propose de lever la séance, comme on dit. Et puis j'imagine que vous vous tenez à disposition encore quelques instants si certains souhaitent les interpeller de manière un peu plus privée. Merci beaucoup, bonne journée.